Salut YouTube. Et nous sommes vendredi soir, début de week-end. Bon début de week-end à tous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud et que votre semaine de travail ou d'études s'est bien passée. La petite leçon 3 aujourd'hui à propos des limites. À propos des limites, c'est aussi à propos de l'estime de soi et de la création identitaire un petit peu. C'est des concepts qui sont un peu compliqués, mais normalement vous connaissez. On a fait ça bien. J'espère que vous allez comprendre. Il y a quelques personnes avec moi sur Twitch. Ils pourront me dire si jamais ils ont compris ou pas et je pourrai répondre à leurs questions comme d'habitude. Bref, vous connaissez le format. On va y aller un petit peu, on va enchaîner sans attendre. Je vais boire un petit coup d'eau et on y va les mecs. Alors, en gros, la question après du coup les responsabilités et et ce qu'on a vu hier, la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui quand j'ai écrit ce truc-là, c'était pourquoi est-ce que certaines personnes elles s'arrêtent tôt dans leur vie, dans leur développement, alors que d'autres continuent d'avancer, globalement, vers leurs objectifs, vers, leurs trucs comme ça. Il peut y avoir beaucoup de choses et et je suis tombé évidemment sur les limites. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là, le terme des limites, parce que, c'est ce qui répond à la question de manière pragmatique. C'est pour ça que les gens s'arrêtent plus tôt alors que d'autres continuent d'avancer, c'est les limites et j'ai essayé de décrire et de parler et d'englober la question de: est-ce que nos limites sont réelles? À quel point elles sont réelles? Et à quel point certaines d'entre elles existent, uniquement dans nos têtes? En gros, voilà un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Salut Slaze, effectivement, ça fait longtemps de fou, j'espère que ça va bien. Bienvenue frérot pour, un nouveau contenu. Je suis juste en train de tourner une vidéo, pour YouTube. Donc, quand on parle de limites, on va tout de suite, aller sur ces choses-là. Hop, quand on parle de limites, tac, on a ces 4 bulles ici que vous voyez. Hem Ces 4 bulles que vous voyez là, donc l'environnement, l'image de soi, les croyances et les comportements, qui déterminent un peu, «qui vous êtes» entre guillemets, donc c'est ce qu'on appelle l'identité. En général, les réponses sont au sein de ces 4 paramètres. Hem, dans quel sens? Le sens que je veux donner à ça, c'est la petite bulle que vous voyez, en dessous, ici. C'est que l'environnement, donc quand je dis l'environnement, c'est, l'image de soi, les croyances, les comportements, ça inclut les 4 directement. L'environnement et les personnes importantes de vos vies contribuent énormément à l'image que vous avez de vous-même. Ce sont les travaux de Charles Cooley, hem, dont on va parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà comment l'identité se crée, c'est en général une somme de ces 4 choses-là. On va partir hem, directement par la gauche, hem et on va commencer en fait par, les questions de subir, «sa propre identité» entre guillemets. Par rapport à, comment est-ce que les gens, et votre environnement façonnent l'image de vous-même quand c'est du «mauvais côté» entre guillemets. Pourquoi? Pourquoi je veux commencer par ça? Je veux commencer par ça parce que notre cerveau adore se comparer, tout le temps. C'est un truc qui est très humain et qui date pas d'hier. Hem, c'est pas du tout un problème, récurrent, pardon, récurrent si justement, mais c'est un problème qui date depuis longtemps, justement, pardon. Attendez, je recommence. C'est un problème qui date depuis longtemps, mais qui a été exacerbé maintenant à travers justement les réseaux sociaux, par exemple. Donc les réseaux sociaux ont transformé ce problème qui existait depuis longtemps, qui était une tendance naturelle, en compétition permanente maintenant. Vous vous sentez en compétition constante avec les autres, avec cette comparaison sociale justement dont il est écrit. Pourquoi les réseaux sociaux ont exagéré ça? Je vais descendre un petit peu. Parce que en fait, avant, par exemple, ou quand je dis avant, par rapport au temps d'histoire, mais surtout avant par rapport à votre enfance, quand vous étiez à l'école et que vous n'aviez pas de réseaux sociaux, par exemple, vous vous compariez à, 30 personnes de votre classe, 25 pour les plus chanceux et aujourd'hui, on est plus à même de se comparer avec 8 milliards d'êtres humains sur la planète, à cause des réseaux sociaux. Parce qu'on est très conscient, très à même de savoir ce qui se passe un petit peu dans la vie de «tout le monde» entre guillemets, à condition que la personne veuille et ait les capacités de le partager.
Et donc, ça va permettre de rentrer dans cette bulle blanche ici, où la comparaison permanente va amener ou peut amener à avoir l'impression d'être en retard, à perdre de l'estime et donc avoir un abandon plus fréquent, qui résume les travaux de Festinger dont je vous ai déjà parlé. Par exemple, dans le chat, si des personnes sont ici pour répondre, vous pouvez témoigner de votre côté. Qui a déjà eu l'impression d'être en retard dans sa vie par rapport à d'autres, d'être moins avancé sur certains sujets qu'un de vos potes, que vos parents, que votre famille, votre frère, votre sœur, etc., etc. Et donc, quand vous vous posez ces questions, eh ben, c'est de la recherche typique de validation extérieure. Donc, on amène vers cette bulle ici. La recherche de validation extérieure, ça fait que quand on passe son temps à se comparer aux autres, on commence à chercher une preuve et uniquement une preuve qu'on a de la valeur. Donc, quand on cherche à avoir une preuve qu'on a de la valeur, on va essayer de copier les comportements des autres sans comprendre les pensées. Donc ça rejoint ce que je vous disais hier par rapport à la motivation. On va essayer de copier le comment sans comprendre le pourquoi et donc tomber dans le mauvais cercle. Si on fait, on l'a vu encore une fois hier, c'est un petit rappel, si on a uniquement le pourquoi, uniquement le comment et qu'on n'a pas les deux ensemble, on finit globalement par échouer la plupart du temps à tenir une motivation sur le long terme. Et donc, on rentre dans le piège de l'impuissance apprise où on se dit qu'on est finalement incapable de tenir des choses et on repart dans ce cercle de la comparaison. Et donc, c'est un cercle insidieux dans ce sens-là, puisqu'on finit toujours par repartir à la case départ qui est la comparaison sociale quand on est bloqué depuis ces choses-là. Donc, je repars vers le milieu et un exemple de validation extérieure, hein, pour vous donner une idée. Voilà, ça peut être dans certaines profondeurs, à travers des likes, à travers des followers, à travers un salaire, à travers des notes à l'école, à travers une promotion à votre travail. Ça peut être plein de choses. Regardez, moi par exemple, aujourd'hui, je pourrais tomber dans le piège de dire, ah, ma première vidéo, elle fait 300, 400 vues, ma deuxième, elle en fait une centaine. Ah, je tombe dans le piège de la validation et du coup j'arrive, ah bah les gars, qu'est-ce qui se passe? La vidéo elle vous a pas plu, etc. Non, la vérité, je suis autant content de mon travail sur la deuxième vidéo que sur la première. Peut-être que la première parle d'un sujet qui touche le plus les gens et c'est cool. Ça s'arrête là pour moi. Je cherche pas à me comparer à d'autres youtubeurs ou à d'autres personnes qui pourraient parler de ce sujet-là. Voilà ce que je veux dire par comparaison sociale. Puisque le problème de ça, c'est que si votre valeur, pour revenir sur ce cercle-là insidieux, si votre valeur dépend des autres, et ben votre confiance aussi dépend des autres. La confiance que vous avez en vous-même et votre identité dépend aussi des autres. C'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. C'est pour ça que j'ai parlé ici des travaux de Seligman, puisque c'est le piège. Je vous ai parlé d'impuissance apprise, si vous voulez en apprendre plus, vous tapez ce nom-là sur Google. Puisque c'est quelqu'un qui dit que, en gros, quand on subit des échecs ou des situations incontrôlables à répétition, eh bien, la nature humaine va nous pousser à arrêter d'essayer. Des exemples comme ça, il peut y en avoir beaucoup. Globalement, à l'école, en général, ça se croise beaucoup. Par exemple, ah, je suis nul en sport, ah, je suis nul en maths, ah, je suis timide, donc aller au tableau, c'est pas possible, je suis pas fait pour ça, etc. En général, ça vient du fait que vous avez essayé et que vous avez échoué plusieurs fois parce que vous aviez soit uniquement le pourquoi, soit uniquement le comment. Donc, soit les pensées qui amènent à la motivation, soit juste la méthode, mais jamais les deux en même temps. Voilà. Donc ça devient plus des observations sur vous-même, mais ça devient votre identité, justement. OK? Du coup, on retransitionne vers le milieu. Salut à tous ceux qui arrivent dans le chat. Merci Slay, c'est gentil. Heu, salut Pierre, j'espère que ça va bien. Donc, la question, elle se réside dans, les limites sont un problème en soi. Évidemment, tout le monde a une limite, quelle qu'elle soit, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre avec le schéma qu'il y avait à gauche, c'est que la limite peut ne pas être directement le problème, mais le problème plus direct peut être la manière dont vous êtes construit votre identité. Je répète un petit peu. Le problème peut ne pas être votre limite,
mais la manière dont vous êtes construit votre propre identité, la manière dont vous vous sentez aujourd'hui. Et ça, je parle évidemment de la perception du soi. Le soi, c'est une notion psychologique qui est très compliquée, ça rentre aussi dans la philo. Et le soi, c'est juste pour, on va juste en parler aujourd'hui en disant que la manière dont vous vous percevez influence énormément ce que vous pensez possible. Donc un rappel à l'impuissance apprise, au fait d'abandonner, au fait de vivre des échecs répétés parce qu'on ne comprend pas les conditions et juste d'arrêter. J'ai voulu donner ici, heu, du coup, hem, un exemple, hem, sur toutes ces choses-là qui expliquent que en fait, si pendant 15 ans, on va dire, si pendant 15 ans, tout le monde vous traite comme quelqu'un de compétent, il va devenir très difficile pour vous de pas le croire. Et c'est là où la perception du soi et les travaux de Charles Poulet, entrent en jeu. Et l'inverse est vrai aussi. Si pendant 15 ans, tout le monde vous traite comme quelqu'un d'incompétent, devient très difficile, pas impossible, très difficile de pas le croire. Donc la perception du soi fait que, hem, c'est pas foncièrement la réalité brute qui guide, vos actions et vos pensées, mais c'est votre réalité à vous, la perception que vous avez de celle-ci. Voilà en quoi on va utiliser le soi aujourd'hui. Pour ça, j'ai utilisé, 2 concepts basiques. La première, c'est le concept psychologique de self-talk, évidemment. La perception du soi passe aussi beaucoup par la manière dont vous vous parlez à vous-même et dans la manière dont vous vous traitez quand vous êtes face à un obstacle ou que vous avez un échec ou une réussite. Puisque se féliciter quand on vit quelque chose de positif est aussi important que de prendre les bonnes conclusions et de pas s'insulter ou de pas être trop dur avec vous-même quand vous vivez quelque chose de négatif. Et donc, je vais essayer de vous prouver par la suite que 2 personnes peuvent vivre la même situation sans construire la même identité, par rapport à la perception que vous avez de vous-même et de cette situation. On met ça un petit peu de côté, je vais vous parler de la citation de Gandhi d'abord. Cette citation, je l'aime bien parce je trouve, elle englobe, plutôt bien ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début. C'est que vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes déterminent votre valeur et votre valeur influence votre destin. C'est pas de la psychologie du tout, encore une fois, c'est Gandhi, c'est pas scientifiquement exact, mais une citation que j'aime bien parce que je trouve qu'elle représente plutôt bien, ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début. Donc, revenons, hem, revenons maintenant, à travers, le self-talk, du coup, le fait que 2 personnes peuvent vivre une même situation sans construire la même identité. Je me suis dit: «Comment est-ce que je peux prouver ça?» Encore une fois, puisque c'est tout le point du truc. Comment est-ce que je peux prouver ça aux gens qui vont regarder et qui peuvent pas connaître? J'ai essayé de trouver un exemple pratique et cet exemple pratique, le voici. On va parler ici, de 3 personnes qui travaillent sur un chantier, qui font exactement le même travail sur un chantier, parce qu'il y a beaucoup de métiers sur un chantier évidemment, mais on va parler ici de personnes qui font le même travail, mais qui se disent complètement autre chose, qui donnent un sens complètement différent et qui construisent une identité extrêmement différente. Et après vous allez me dire, dans le chat ou en commentaire YouTube, quelle identité vous préférez? Donc, le premier point, quand quelqu'un va interroger, qu'est-ce que ces mecs font au quotidien? Le premier va juste dire, heu: «Je pose des briques». Voilà. Je viens au boulot, je pose des briques, je repars. Le deuxième va dire: «Je pose des briques, mais je gagne 10 € de l'heure pour payer mes futures vacances». Et le troisième va dire: «Je pose des briques, mais c'est pour construire une cathédrale que je serai fier de montrer à mes enfants plus tard». Les 3 font la même action, les 3 posent des briques, mais donnent un sens complètement différent à cette tâche. Si vous avez le choix, posez-vous la question devant votre ordinateur, votre téléphone, votre télé, peu importe où vous regardez, ce stream ou cette vidéo actuellement. Quelle personne vous avez envie d'être dans cette situation? Est-ce que vous avez envie d'être le premier, d'être le deuxième ou d'être le troisième? Et ça, c'est le principe de la construction identitaire. Une action
une manière de vivre ne définit pas qui vous êtes. Ce n'est pas ça qui détermine votre identité. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde, cette explication. N'hésitez pas à dire dans le chat si je dois réexpliquer ou et cetera, et cetera. Hop. Donc, à partir du moment où dans la tête des gens, elles font absolument pas la même chose, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour le troisième. Je pense que ça fait sens pour tout le monde. C'est beaucoup plus facile pour le troisième, comme c'est beaucoup plus facile pour le deuxième par rapport au premier, de d'être plus engagé, plus résilient, plus persévérant à l'idée de venir travailler et de poser des briques. Et quelle est la différence? C'est que le deuxième et le troisième ont un sens à leurs actions. Voilà. Et donc, pour donner un sens, enfin, le but de donner un sens à une action, c'est de construire son identité. Et parce qu'une identité, c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin de la tête et de dire ah voilà mon identité. Ok? C'est quelque chose qu'on construit. Puisque nous avons fait des progrès en psychologie, beaucoup. Et à l'époque, on pensait que le cerveau était globalement figé. Tu vois, on est et on est, on est et on est. On est donc naître et du verbe être. Voilà. Aujourd'hui, on sait que par rapport à ce qu'on répète comme action et qu'on se répète en termes de pensée, le cerveau évolue énormément. Donc, tirez-en le meilleur possible de ces choses-là. Voilà. On va passer donc au-delà de ça, ce que je vous expliquais, hein, donc le même action et le sens est différent, et qu'on veut donner du sens à une action, modifie souvent l'engagement, la résilience, la qualité de travail, etc. Ça s'appelle l'effet Pygmalion, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur ce côté-là. L'effet Pygmalion, l'orthographe est ici pour ceux qui veulent. Pardon, j'aurais dû vous montrer ces bulles un petit peu avant, mais j'étais lock-in dans mes explications. Voilà. Bien. Donc une fois qu'on a compris tout ça, et qu'on a envie de donner un sens à nos actions, et qu'on a envie de construire une identité, d'être maître de la construction de son identité, on va passer vers ce circuit-là qui va être beaucoup plus vertueux. Donc, par conséquent. Pour ce cercle-là, il y a en général beaucoup de personnes, et vous êtes peut-être même tombé dans ce piège déjà dans vos vies. Moi, c'est le cas, et c'est le cas de sur beaucoup d'êtres humains, croyez-moi, que il y a beaucoup de personnes qui passent plus de temps à analyser où sont leurs limites qu'à analyser ce sur quoi vous pouvez agir dans votre situation. Et le problème est là, c'est que le talent existe, c'est écrit ici, hein, le talent existe, mais ce n'est pas ce qui est censé déterminer vos actions. Vous allez vous manger un mur naturel à un moment, mais il y a très peu de personnes qui atteignent justement cette limite naturelle déjà. La limite est très souvent dans le fait que vous croyez, ou votre identité est tellement pas ou peu construite que vous vous heurtez à une limite bien avant de tomber à la limite de votre talent. Et donc la question à se poser, c'est celle-ci. Et si j'étais capable de plus, donc si cette limite de talent n'existait pas quand vous vous la posez, puisque de toute façon elle est impossible à déterminer, qu'est-ce que je peux faire à améliorer dans mon locus de contrôle? Mon locus de contrôle, ça veut dire ce sur quoi j'ai un impact. C'est des actions. Je suis poseur de briques sur un chantier, par exemple. Qu'est-ce que je veux déterminer comme identité? À quel sens je veux donner à mes actions? Ok. Sinon, on construit ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est ici, pareil, vous pouvez taper croyances limitantes psychologie, vous allez trouver. Et ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que si vous n'avez pas ces croyances limitantes-là, si vous passez au-delà de ces limites et que vous vous concentrez uniquement sur ce dont vous avez un impact dans vos actions, dans vos sens, dans le sens que vous cherchez par rapport à votre identité, eh bien, vous développez de la construction identitaire. Et quand on fait de la construction identitaire, eh bien, à force de répétition,
certains comportements finissent par sembler naturels et faire partie de votre identité. Et donc, ça nous amène à revenir ici, que on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait, jusqu'à ce que ça n'arrive plus. Ceci dit, attention, beaucoup des performants s'arrêtent bien avant la frontière de leur talent, c'est ce que je vous expliquais, ou de leur déterminisme social, bien que réel. Le déterminisme social existe. Vous l'expliquiez hier, la définition du déterminisme social, c'est quand vos deux parents sont médecins, si un enfant naît de ce couple-là et qu'il a envie d'être médecin, il a beaucoup plus de chances d'y arriver que quelqu'un dont les parents ne sont pas médecins. Ça impose une limite qui est réelle, comme le talent, comme la capacité physique, comme toutes ces choses-là, mais que beaucoup de personnes dans le chat, je vais pas donner un chiffre parce que ça n'a aucun sens scientifiquement, mais beaucoup de personnes s'arrêtent bien avant les frontières de leur talent ou du déterminisme social sur lequel ils font face. Voilà. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde ce que je suis en train de dire? Je pense que oui. Si ça fait sens pour tout le monde, on va passer. Du coup, si j'ai besoin de réexpliquer quelque chose, vous me le dites. Non, c'est OK. Et dans ce cas-là, on va passer du coup à l'exercice pratique que je vais mettre euh, ici et je vais déplacer ma cam. J'ai pas. Voilà. On va passer donc à l'exercice pratique. Avant ça, je veux entre guillemets conclure le côté théorique de tout ça. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que euh, tout le monde ne peut pas finir champion du monde de sa discipline. Nous avons des contraintes réelles qui existent, mais ce que j'essaye de vous mettre en garde, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne découvrent jamais leurs véritables limites, mais qui s'arrêtent à cause de leurs croyances, à cause de ce qu'ils pensent être une limite alors qu'elle est fondamentalement fausse. Parce que il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de construction identitaire, qu'il n'y a pas le pourquoi et le comment de la leçon qu'on a vue hier, qu'il n'y a pas le sens de responsabilité qu'on a vu dans la leçon 1, etc., etc., etc. Vous commencez à comprendre euh, l'engrenage dans lequel on est. Et donc la question que je me suis posée quand j'ai fait cet exercice pratique, c'est comment est-ce que je fais pour tuer une limite que je considère comme vraie, mais que j'ai jamais réellement testé de voir si elle était vraie ou pas. Voilà à quoi l'exercice va essayer de répondre aujourd'hui. Et donc cet exercice pratique, comme d'habitude, vous prenez une feuille, un stylo, votre téléphone, un bloc-notes sur PC, ou vous prenez rien du tout. Peu importe, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes des grands garçons ou des grandes filles. Et donc, on va se poser la question et faire une liste en premier. On va faire ce petit 1. On va faire une liste de nos succès récents, pas récents, bref, ce que vous voulez. Vous en mettez un ou 10. C'est à vous de déterminer. Petit ou grand, c'est pas la question. Et quand on a accompli quelque chose, quand on a une fierté personnelle, on va se poser la question, quel sens mes actions, quel sens cette réussite avait pour moi? On va se poser la question des poseurs de briques, entre guillemets. On va faire ce travail-là. Quel sens est-ce qu'ils avaient à chaque fois? Deuxième point, on va se poser la question, quelle est la meilleure chose qui peut m'arriver actuellement? Pour ce que vous voulez, en termes d'humain. Et le troisième point, par rapport à ce que je veux et la meilleure chose qui puisse m'arriver actuellement, est-ce que mon environnement actuel, donc encore une fois, je rappelle, quand je parle d'environnement, je parle d'environnement, d'image de soi, de croyances et de comportement, ce qui englobe tout ce que je vous ai expliqué ici sur ce schéma aujourd'hui. Est-ce que mon environnement me permet d'y croire? Sinon, qu'est-ce que je dois changer par rapport à ce dont j'ai le contrôle? Donc, pour rentrer dans ce cercle-là. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ce que je contrôle? Je suis responsable de mon comportement et de mes actions. J'accepte de passer la ligne, la leçon 1. Ensuite, je regarde, une fois que j'ai amélioré mes choses, j'ai le sentiment de me développer, je construis mon identité. Et à force de répéter, je me rends compte que je suis capable. Et donc, je repars. Et je souhaite encore améliorer des choses dans mon locus de contrôle, etc., etc., etc. Voilà. Je vous laisse, hop, l'exercice pratique ici. Hop.
Voilà, je vous laisse l'exercice pratique ici, pendant 3-4 minutes le temps de le faire. Et ensuite, on va passer, comme d'habitude, vous connaissez, à la session FAQ s'il y a des questions. Et s'il n'y a pas de questions, eh ben, c'est magnifique. Oui, exactement, Pierre. Tout l'intérêt de l'exemple au-dessus, c'est de comprendre qu'une tâche est forcément horrible quand elle n'a pas de sens. Et que le fait d'être bloqué dans une action que vous considérez ingrate, qui par exemple être le fait de faire un boulot alimentaire pour pouvoir remplir son frigo, on peut y donner un certain sens positif. Et que ça ne dépend que de vous, c'est de votre responsabilité. Hop, 19h52 à 55, on passe à la FAQ, tout le truc. Attendez, je vais mettre le truc, les petits réseaux sur le côté. Hop là. On lâche pas la pub, les gars, froidement. Est-ce que, est-ce que pour ceux qui étaient là les jours d'avant, donc Thibaut, Pierre et tout, est-ce que aujourd'hui ça vous a paru plus clair ou moins clair? Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai fait avec des notes. J'avais des notes aujourd'hui, alors que les 2 jours d'avant, non. Et je sais pas si c'était mieux ou moins bien. Vous avez une opinion sur ça? Je me ferai le mien en écoutant la rediff quand je vais faire du montage. Voilà. Vous pouvez répondre à cette question, sinon c'est OK. C'est clair comme les jours précédents. Parfait. Il n'y a pas un jour que tu as spécifiquement préféré? Genre, c'est la même chose, quoi. Salut Elstré. Ouais, ça fait longtemps. J'espère que ça va bien. Je suis en train de tourner une vidéo pour YouTube actuellement. Pourquoi tu me permets d'y croire, t'as pu le chien? J'ai loupé le début, j'ai pas réussi à suivre 100% des autres, t'inquiète, c'est pas grave. Je verrai sans doute quand je regarderai la vidéo demain matin, mais dans l'ensemble, ça m'a paru clair. Ok, bien. On stoppe avec l'exercice. Les mecs sur le chat Twitch ont fini l'exercice, etc., etc. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez pris le temps de le faire. On va passer maintenant aux questions. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur YouTube, vous les écrivez en commentaire et je passerai par là, pardon. Et je passerai par là. Et sur Twitch, si vous avez des questions, c'est le moment de les envoyer. Je tâcherai d'y répondre du mieux possible, profiter du fait qu'on soit pas beaucoup pour que je puisse vraiment rentrer dans les détails. Et s'il n'y a pas de questions, eh ben, on est dans le bueno, les frères. Comment tu détermines que c'est un accomplissement si tu te compares constamment? Si tu te compares constamment, tu souffriras toujours de la comparaison avec les autres. Justement, ça paraît logique, ce que je suis en train de dire. Tu détermines que c'est un accomplissement uniquement dans le rapport avec toi-même, Alix. Donc il faut voir la vidéo 1 et la vidéo 2 qui t'expliquent tout ça. Mais c'est un cercle vicieux, comme tu le dis. C'est pour ça que la flèche ici est en rouge et que c'est un cercle limitant que j'ai écrit ici, que c'est une identité qui est subie. Parce que tu détermines que c'est un accomplissement, c'est quasiment impossible si tu te compares aux autres, parce qu'il y aura toujours mieux que toi selon ta définition. Par rapport à un échantillon de 8 milliards de personnes, c'est à peu près normal, hein. Si tu te compares aux autres, tu vas toujours rentrer dans voilà, la comparaison permanente, l'impression d'être en retard, perte de l'estime, donc abandonner plus, donc moins accomplir de choses et moins vivre d'accomplissement, donc te penser incapable et chut, on tourne. Comment on s'en sort capable? Eh bien, ça passe par là. Ça passe par comprendre le fait que tes croyances deviennent tes pensées deviennent tes mots, etc. Donc déterminer que tu es capable d'accomplir des choses, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir et comment tu as envie de l'accomplir. Donc, avoir une idée en tête d'accomplir quelque chose, déterminer un plan pour y arriver et ensuite te rendre compte que tu es responsable de ton environnement
de ton image de toi-même, de tes croyances et de tes comportements autour de cette motivation-là. Et tu vas voir que si tu respectes cette chose-là et que tu agis avec des choses pour améliorer ces quatre compartiments-là ici, ces quatre compartiments ici, dans ce sur quoi tu as du contrôle, eh bien, tu vas construire ton identité petit à petit, te rendre compte que tu vas évoluer et tu rentres dans le schéma complet inverse de l'autre et tu rentres à ce moment-là dans une spirale qui élève et dans une identité construite. Tout passe par la perception que vous avez de vous-même. Tout passe par ici. Tout passe par ici. Combien de temps ça prend pour passer à l'identité que tu souhaites? Il n'y a pas vraiment de réponse écrite dans le papier. Je ne peux pas te dire en 2 semaines c'est bon, en 3 semaines c'est bon, en 6 mois c'est bon. Ça peut prendre des jours comme ça peut prendre des années. Ça dépend d'à quel point vous partez de loin ou pas dans ces quatre piliers. Ça dépend d'à quel point ce que vous souhaitez accomplir est profond. Parce que parmi les 8 milliards d'êtres humains, il y en a qui veulent être champions du monde et il y en a qui veulent être juste corrects selon leur définition. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est, tu vois, ça dépend juste de à quelle profondeur tu dois pousser. Mais comme le dit quelqu'un dans le chat, le changement, tu le verras rapidement, quoi qu'il arrive. Le premier pas et les améliorations, tu les verras rapidement. Exactement. Je me remets sur les petits réseaux sociaux. Bien, bien, Marie, bien. Et du coup, dans un milieu comme la création de contenu qui passe par la validation des autres, comment tu trouves des points ou seulement des actions qui déterminent ta réussite? Je pense que c'est là où tu te trompes, Alix, que le milieu de la création de contenu, ça passe pas par la validation des autres, justement. Par exemple, je prends mon exemple à moi. Là, techniquement, ce que je suis en train de faire, c'est de la création de contenu. Ok? La validation des autres, je m'en fous. La vérité, c'est que ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez compris ce que je vous explique, parce que c'est toute la clé du problème. Deuxième point, bah, j'en suis fier, moi, de ce que je fais, de ce travail-là. Ça va me servir, moi, dans ma vie. Ça me permet de me développer, moi. Ça me permet de travailler des skills qui me permettent d'expliquer de la psychologie complexe à des gens qui connaissent pas, par exemple. Donc, moi, ma création de contenu, par exemple, ne passe pas par la validation des autres. Je suis pas du tout dans cet arbre-là de comparaison sociale. Il y a des créateurs de contenu de psychologie qui font sûrement bien mieux que ça. Mais la vérité, c'est que ça, que je vous présente là aujourd'hui, c'est le maximum de mes capacités actuelles. Du coup, dans mon locus de contrôle, c'est ce que j'ai de mieux. J'ai aucune croyance limitante, donc j'ai construit mon identité et je me dis, putain, il y a des mecs dans le chat Twitch tous les jours, même si je fais 20 viewers, même si je fais 100 vues sur YouTube, bah, il y a des mecs tous les jours qui me disent qu'ils ont appris quelque chose. Et donc, à force de répétition, eh ben, ça fera partie de mon identité que ouais, je suis capable d'apprendre des choses aux gens, même quand c'est complexe. Et je pense que le fait que tu écrives cette question, entre guillemets, montre justement que tu es bloqué dans ce schéma-là. Beaucoup. Mais c'est pas un truc, tu vois, je te dis pas ça en mode ah, tu le vis, t'es un piètre être humain et tout. C'est un piège dans lequel énormément de gens tombent et je suis déjà tombé aussi beaucoup, genre. Beaucoup, 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 beaucoup. Vous pouvez le vivre, par exemple, à travers des relations amoureuses. Euh, Dans le fait de se comparer à l'ex de votre petit ami ou de votre petit ami, par exemple. C'est pas que ça compte pas que sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va rechercher de la validation extérieure. On a besoin que notre copine actuelle ou notre copain actuel nous dise qu'on est mieux que la personne. Et du coup, bah, c'est super malsain. On cherche des signes partout, on les trouve pas parce que ça a aucun sens de penser comme ça. Du coup, on se dit qu'on n'est pas une bonne personne et qu'on est moins bien que son ex. Boum, comparaison sociale et on rentre dans une spirale qui est horrible. Mais dans laquelle beaucoup de gens tombent, dont moi, ça m'est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde. Mais l'important, c'est de s'en rendre compte et de faire autrement. Dans le milieu de l'e-sport, pour dépasser ses limites, faut tellement un rival, un frérot à toi du même level pour être meilleur, je trouve. C'est beaucoup plus facile, ouais, parce que. Pourquoi, Phaeton? C'est marrant que tu dis ça. Et pourquoi ça fait sens ce que tu dis? Ça fait sens, justement. Bah, parce que ça donne un sens à tes actions. Tu vas jouer dans le but de dépasser ton pote. Parce que tu as envie d'être meilleur que lui. Parce que c'est excitant, tu vois. Donc ça donne un sens à tes actions.
Et si, on l'a vu, si ça donne un sens à tes actions qui te permet d'avoir un truc un peu boring, et la compétition, le développement, ça demande beaucoup d'efforts comme quelque chose de positif, eh ben, tu seras beaucoup plus à même de rentrer là-dedans. Vous pensez que quand je suis allé sur Rocket League, vous pensez que j'étais capable, je me disais ouais, je suis 100% capable d'être champion du monde? Bah non, frère. Mais je savais pas que c'était impossible, par contre. Bah, du coup, je l'ai fait. Froidement. Très cool cette citation. Vous me la prenez en short là. Vous me la mettez sur TikTok celle-là. Ça m'est arrivé aussi, et du coup, pour faire partir, ou au moins limiter le stress avec tout ça et mes pensées qui ruminent en boucle, j'ai commencé à me faire des séances de sport. Ça me fait évacuer et penser à autre chose, donc bénéf. Le but, c'est pas de penser à autre chose, entre guillemets, c'est de construire ton identité autour du fait que faire du sport donne un sens à ce que tu veux développer chez toi pour devenir une meilleure personne. Mais l'idée est là. Que penses-tu de la sophrologie? Je m'y connais pas assez pour donner un point de vue final et stable, honnêtement. Est-ce qu'on a encore des questions, les frères Rox? Quand tu es champion du monde sur LoL, c'est ça ma question. Ah, ça, je peux pas donner de date. Est-ce qu'on peut? Donne tout. Et on verra. Vas-y, je vais cut le record, les gars, je vais faire l'outro. Vous avez pas l'air d'avoir plus de questions. Hop, on va faire l'outro. Ok, les frérots sur YouTube, voilà la conclusion de la leçon d'aujourd'hui. Une leçon où les gens ont l'air d'avoir été assez réceptifs sur Twitch. Ça fait plaisir. J'espère que sur YouTube, ça vous plaira autant que ça a plu. Moi, je suis très content de cet épisode, honnêtement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'impression que celui-là était plus ou moins bien, entre guillemets, et à faire des retours constructifs. On n'oublie pas la cloche, le pouce bleu, le partage et les abonnements aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram. C'est là où je poste un petit peu toutes les nouvelles de mon quotidien. Merci encore de votre attention pour cet épisode et à la prochaine, les mecs. Prenez soin de vous.